Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer pour la deuxième fois Edouard de Nutri&Co qui était venu il y a à peu près 2 ans sur Osée TV. À l'époque, il générait déjà environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avec seulement 6 références. Depuis, son business a bien évolué avec une levée de fonds, des nouvelles références, des nouvelles stratégies et également des nouveaux canaux de distribution. Donc on va discuter de tout ça dans ce format un petit peu plus long. Ça va me permettre d'aller vraiment en profondeur dans chacun des aspects qui font le succès de sa marque et surtout pour vous, ça va vous permettre de voir concrètement de l'intérieur à quoi ça ressemble un business qui cartonne. Et là, ça va être sans blabla, sans chichi puisque vous allez connaître la marque, les produits, les coûts de fabrication, les stratégies, etc. C'est une des interviews les plus transparentes que vous allez pouvoir trouver sur le web. Donc j'espère que vous allez en apprécier la valeur et que vous allez bien rester jusqu'à la fin. Également, il y aura une offre d'emploi pour ceux qui seraient intéressés de rejoindre Nutri&Co à la toute fin de la vidéo. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas avant de la quitter de laisser des pouces vers le haut, des commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, je pense que tout est dit. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et démarrer l'interview. C'est parti. Salut Edouard, bienvenue sur Osée TV. Merci d'avoir accepté l'interview. Salut Julien, écoute, je suis ravi de te retrouver du coup. Ça fait plaisir, effectivement, on avait fait une première interview il y a 2 ans, donc là ça va être sympa de voir l'évolution. Est-ce que tu peux commencer déjà par présenter ton business, ta marque, pour que les gens aient une idée de ce que tu vends? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont pas avoir vu la première interview, donc si on peut avoir une petite entrée en matière, ça serait sympa. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, ma marque c'est Nutri&Co, c'est une entreprise française qui développe des compléments alimentaires et qui va les vendre. Et si tu veux, l'originalité de ce modèle, c'est que en très très court, on cherche à rendre accessible au plus grand nombre des produits qui restaient jusque-là assez barbares et assez chers. Donc on a développé une brand, une marque qui parle directement aux consommateurs et cette marque repose sur 3 piliers: efficacité, éducation et esthétique. Tu peux nous donner un petit peu des exemples de produits que tu vends, tes produits phares par exemple? Alors notre gamme, elle est catégorisée en 3 parties. On a une partie santé où on va retrouver des classiques comme des magnésium haute absorption, des mix de probiotiques, des curcuma. On va avoir également une gamme beauté qui s'articule notamment autour de notre collagène qui est un peu, si tu veux, la référence star de cette gamme. Mais on a également des acides hyaluroniques, des formules pour les cheveux, etc. Et enfin, on a une gamme sport qui est en train de monter. On a une protéine végétale, mais on a surtout tout ce qui va entourer l'univers du sportif au-delà de la protéine. Donc des formules pour la récupération musculaire, des boosts énergétiques au moment où on fait son entraînement, des formules pour les articulations, etc., etc. Est-ce que vous avez quelque chose pour les entrepreneurs sur la concentration ou est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez faire? Je peux t'en envoyer un. J'ai un produit qui s'appelle le Booster et qui est vraiment très très bien si tu veux pour augmenter son niveau d'attention et sa concentration. Donc moi je le prends souvent si tu veux quand j'ai des semaines assez lourdes et où je dors peu et où j'ai des échéances importantes, des réunions où il faut vraiment que je sois au top. Ou parfois aussi, je l'avoue, lendemain de soirée un peu dur, tu vois, pour pas trop bafouiller en réunion, boum, j'en prends. Il faut pas les prendre après 15 heures parce que sinon tu dors pas très bien la nuit ou alors il faut anticiper une nocturne après. Mais donc oui, j'ai un petit produit, je pourrais t'en envoyer un. Si tu veux. Ok, très bien. Et ça peut peut-être aussi intéresser certaines des personnes qui regarderont l'interview. Maintenant, j'aimerais en fait qu'on parle des grandes étapes de ta marque, puisque là, si je dis pas de bêtises, j'ai fait des calculs, ça fait à peu près 5 ans et quelques mois qu'elle a été lancée. Exactement, ça fait 5 ans et 2 mois là. Exactement. Ok, très bien. Et ce qui serait bien, c'est de savoir comment ça s'est passé un petit peu, comment tu as commencé, quelles ont été les grandes étapes. Ouais. Donc en fait, si l'immatriculation c'est 2017, en réalité, si tu veux, le projet il a jamais dans mon esprit en 2016. À cette époque-là, je faisais beaucoup de sport, je m'intéressais de près à ce que je mangeais et j'ai commencé à comprendre qu'on était carencé sur certains micronutriments, le magnésium, la vitamine D étant par exemple les 2 grandes carences de l'Occident. Et à ce moment-là, je faisais pas mal de muscu, crossfit, etc. Et puis j'avais des petites douleurs articulaires. Et donc j'ai commencé à regarder tout ce qui était un peu inflammation de bas grade, à regarder tout ce qui était études cliniques là-dessus. J'ai compris que les compléments alimentaires avaient un rôle préventif extrêmement important. Je me suis intéressé à cette industrie, j'ai pas trouvé de marque qui me parlait. Pourquoi? Parce que si tu veux, c'était un marché un peu poussiéreux, un peu vieillissant. Et tu n'avais pas de marque 2.0 qui parle directement aux consommateurs dans une approche un peu milléniale. C'était un petit peu pour les vieux à la base, les complets. Enfin, j'ai un peu cette impression. Ouais, mais c'est ça. En fait, si tu veux, on va partir un peu dans la technique, mais on peut faire une petite digression rapide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était une industrie qui était dominée par les canaux de distribution, notamment par le canal roi qui est la pharmacie, qui représente 50 à 60% du business de distribution aujourd'hui. Du coup, les marques, pour maximiser leur volume, faisaient du branding pour le pharmacien. Donc en fait, elles allaient chercher les codes des médicaments
et elle les foutait, d'un point de vue marketing, sur les compléments alimentaires. Sauf que notre génération, ni toi ni moi, sommes fiers de nous soigner avec des antibiotiques ou avec une boîte qui va ressembler à des antibiotiques. Aujourd'hui, la curation, c'est quelque chose de mal vu. Finalement, quand tu tombes malade, tu as échoué. Il vaut mieux ne pas tomber malade et être un peu dans la prévention. Et c'est toute cette approche-là qui m'a amené à développer Nutri&Co. Donc ça, si tu veux, c'est pour la genèse. Première étape, on en avait parlé pendant le premier entretien, ça a été Amazon. Pourquoi Amazon? Parce qu'en fait, il y a que là qu'on voulait bien de nous et qu'on pouvait être rentable, si tu veux, dès le début, quoi. À l'époque, sur la verticale des compléments alimentaires, la plateforme n'était pas mature. On a démarré avec 32 000 euros. On a sorti, si tu veux, une première référence qui était notre magnésium et puis on l'a amené en top position de sa catégorie. On a commencé à générer, je me souviens, c'était en juillet, août 2017 et on sortait déjà à peu près 500 unités sur la ref, quoi. Donc c'est tout de suite parti. On a eu des problématiques de tension de stock tout de suite, on a mis la méga pression à nos façonniers, tu vois, pour éviter le truc. Donc vraiment, Amazon a été pour nous la porte d'entrée, un tremplin professionnel. Cela dit, on avait vite compris une chose, c'est que on voulait pas justement retomber dans le piège que les autres marques de compléments alimentaires avaient connu avec la pharma et ne faire une marque que pour Amazon. On s'est jamais astreint à faire des produits qui soient structurés pour Amazon. On voulait qu'ils soient structurés pour le consommateur final. Du coup, on s'est jamais dit que notre histoire ne serait que sur Amazon. Et très rapidement, on s'est dupliqué sur un site internet en propre, donc nutrienco.com, et qui est aujourd'hui le fer de lance de la marque. Donc ça, si tu veux, c'est le site s'est lancé en 2019. Bon, en 2019, on fait à peu près toutes les conneries sur les 9 premiers mois qu'il faut pas faire. Et puis, je dirais qu'en septembre, octobre 2019, bon là, on commence vraiment à se professionnaliser. À l'époque, on est sur Shopify, mais on a migré sur Presta parce que c'est un CMS qui est un petit peu plus apprécié de Google pour le SEO. Et nous, le SEO, c'est quelque chose de capital. Donc ça a été la seconde étape en fait du développement, on va dire en matière de distribution. Et puis, depuis peu, le retail. Ou si tu veux, sur l'année, donc à partir de septembre 2021 jusqu'à juillet, on était ce qu'on va dire un peu sur un warm-up. On a testé un peu le marché pour bien le comprendre. Et puis là, à partir de septembre, on va commencer à y aller plus franco, quoi. Donc ça, c'est les trois grandes étapes, les trois grands piliers aussi, tes trois canaux, on va dire. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus en détail sur chacun d'entre eux? J'ai quelques questions un peu à te poser. Au niveau d'Amazon, tu es resté très concentré sur la France ou tu as également développé d'autres choses? Il me semble que dans la dernière interview, on avait parlé de l'Allemagne, de l'Italie. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Est-ce que tu es sur toutes les marketplaces? Non, je suis sur l'Italie et sur la France. La France restant vraiment le gros flagship. Pourquoi ça? Parce que, alors je ne sais pas si on en avait parlé pendant la première interview, moi je suis confronté à une problématique de réglementation. Je dois en fait m'adresser dans les langues autochtones. Et j'ai également une réglementation qui varie d'un pays à l'autre. Je prends un exemple tout simple. On va sortir une mélatonine dans pas longtemps. La mélatonine, c'est interdit en Allemagne. C'est autorisé en Italie, mais pas avec les mêmes teneurs, si tu veux, qu'en France. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça crée des problématiques. En plus de cela, on avait également une certaine problématique, c'est que il était à l'époque compliqué de lancer, si tu veux, un asine en France, ouais, et de le répliquer du coup sur les marketplaces parce qu'à l'époque, tu n'avais qu'une seule photo. Ouais, à l'époque, il y avait une photo qui était dupliquée sur toutes les marketplaces en Europe, une autre pour les États-Unis, et c'était par région du monde. C'est un problème qui a été résolu. D'ailleurs, on a fait un chapitre dans la formation pour ceux qui auraient des produits spécifiques où il faudrait faire des photos par marketplace, qui est d'ailleurs toujours idéal quand vous faites des infographies autour de les avoir dans la langue du marché. Et effectivement, ça a été un problème, j'imagine, au départ pour toi. Et puis en plus, tu as tout ce qui est réglementation. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que la grande problématique, c'est la réglementation qui représente un coût quand même important. La traduction, c'est aussi quelque chose qui représente un coût important. Et en fait, bon, nous, on est sur des produits où les mecs lisent des argus parce qu'ils vont quand même avaler quelque chose. Le geste est fort, donc ils se renseignent beaucoup dessus. Donc c'est vrai que moi, je me suis principalement concentré sur la France parce que c'est là que j'étais bon. C'est là que j'avais mon asset de branding qui était le plus élevé et qui me permettait aussi de contrer l'évolution structurelle d'Amazon sur les prix bas, tu vois ce que je veux dire, sur les réductions à outrance. Moi, je suis le seul mec, si tu veux, qui augmente mes prix sur Amazon chaque année et j'ai pas de soucis, quoi. Bon, je peux pas le faire en Allemagne. Je l'ai fait un petit peu en Italie. La problématique que j'ai en Allemagne, c'est qu'il y a un côté Gobi-Gorgone. C'est-à-dire, soit tu viens, tu as tout de suite 30 produits et tu lâches du cash à fond, tu fais du pay-per-click où tu n'es pas rentable pendant 6-9 mois le temps de prendre des positions. Mais j'avais pas le cash pour ça. En tout cas, j'ai voulu allouer mon cash sur d'autres verticales, notamment mon e-shop, où là, si tu veux, je suis maître en mon royaume, je fais ce que je veux.
et c'est beaucoup plus intéressant dans le temps, quoi. Sur le futur, tu as quand même une vision à expandre sur d'autres pays? Sur le futur, l'Italie, c'est vraiment... En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que il y a une forte singularité des modes de consommation d'un pays à l'autre sur l'univers des compléments alimentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est quand même un peu proche du consumer healthcare, donc des segments de santé, et du coup des systèmes de santé de chaque pays. Et donc, si tu es italien, tu vas appréhender ta santé différemment que si tu es par exemple un Allemand ou un Français. Et je te donne un exemple très simple qui parlera, je pense, au plus grand nombre. L'Allemagne est premier en volume, l'Italie est premier en valeur. L'Italie, ça représente un marché, si tu veux, de 3,5 milliards. L'Allemagne seulement de 2 milliards. Et en Allemagne, tu vas avoir des curcuma alimentaires méga cheap, mais par contre gluten-free, vegan et bio, qui sont vendus sur Amazon. Et donc là, pour te différencier, c'est la guerre. Si t'es pas 3 centimes moins cher que le voisin, donc globalement, c'est compliqué. Et en Italie, par contre, tu vas avoir des curcumines vectorisées de l'espace, cliniquement documentées, conseillées par les médecins. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est on va pas faire de la commodity à répliquer sur toutes les marketplaces parce que c'est pas notre modèle. Nous, on a vraiment fait une marque, si tu veux, pour ceux qui utilisent ce type de produit avec vraiment de la passion. Donc, on s'est vraiment concentré là où on était fort pour y aller à fond, quoi. Voilà. Donc oui, présence en Italie parce qu'on a une ligne depuis longtemps. L'Allemagne, on a fait le test, on est vite rentré. Et par contre, la France, on a continué d'exploser. Il y a aussi quelque chose que tu avais dit d'intéressant dans des interviews que j'ai pu voir de toi, c'est le budget que dépensent les gens en Italie versus la France. C'est 3 fois supérieur en termes de compléments, c'est ça? Ouais, exactement. C'est ça, exactement. En France, il y a un sacré retard. Donc on est en train de rattraper quand même. Quel est ton regard sur Amazon à l'heure actuelle? Tu penses toujours que c'est un bon tremplin? Si tu devais recommencer cette marque aujourd'hui, est-ce que tu utiliserais toujours Amazon en premier support pour lancer ta marque? Non, il faut être franc, ce serait plus possible aujourd'hui. Amazon est devenu extrêmement mature. Aujourd'hui, si tu n'as pas un Gorilla Product à plus de 1000 ratings sur les verticales sur lesquelles je suis présente et où j'envoie du volume, bon, t'existes quasiment pas. Et puis surtout, ça m'amènerait à structurer une gamme non qualitative. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on veut percer sur la verticale des compléments alimentaires, il faut avoir des produits qui soient, je dirais, autour des 15 € en prix de vente consommateur pour se laisser 5 € d'augmentation de prix possible pour se caler à un horizon 5-10 ans en dessous des 20 € à 19,90 €. Bon, nous, c'est pas la politique de la maison. Donc, il faut être franc. Aujourd'hui, si je souhaitais lancer une marque qualitative de compléments alimentaires, je ne démarrerai pas sur Amazon. Ok, je vais reformuler la question. Si tu devais lancer une marque d'autre chose pour que ça donne aussi une idée aux gens qui vont nous regarder, j'ai apprécié vraiment ta franchise sur le complément alimentaire et je rejoins totalement ton avis. Je me lancerai pas sur Amazon sur du complément alimentaire aujourd'hui, impossible. Et sur d'autres types de produits, qu'est-ce que tu en penserais? Ah si, je pense que ça reste un tremplin professionnel pour d'autres verticales. Après, tu connais la chanson, il faut avoir ces logiciels trackers pour repérer les petites niches intéressantes, les niches aussi qui vont grandir. Mais il y a encore énormément d'opportunités. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités sur Amazon. Mais par contre, ça se professionnalise. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Il y a de moins en moins de place pour l'amateurisme et pour les petits coups rapides, les petites inefficiences de marché. Il y en a de moins en moins. Il faut quand même de plus en plus arriver avec une logique, une vision de marque et de créer quelque chose long terme. Oui, je suis d'accord. En fait, disons que je dirais que tu peux faire des petits coups rapides, mais sans lendemain. Et après, si tu cherches vraiment à construire un asset de branding sur Amazon, ça prend du temps quand même. On peut aussi faire sauter une idée reçue qui serait que Amazon ne permet pas aux marques de s'exprimer. C'est pas vrai. Et la preuve en est que Nutrien&Co est une brand au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire une marque qui dépasse le produit, qui peut parler de lifestyle, qui s'adresse vraiment aux conso. On n'est pas un private label MeToo autour duquel on a juste collé une étiquette. Donc, il est possible de créer un asset de branding sur Amazon, ou en tout cas, Amazon ne détruira pas votre asset de branding. L'autre point que j'aimerais aborder, c'est au niveau de ton site e-commerce. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des défis, des problématiques au niveau de l'acquisition client, parce que c'est ça le grand challenge quand on a son propre site e-commerce versus Amazon où il y a du trafic continu. Là, il faut attirer le chaland. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des challenges et de comment tu les as surmontés? Ouais, bien sûr. Alors, bon, en fait, sur le e-shop, on pourrait faire une vidéo dédiée, voire même on pourrait faire plusieurs vidéos dédiées parce qu'il y a énormément de thèmes. Et c'est d'ailleurs ce qui est très passionnant sur cet univers-là. Je pense d'ailleurs que l'univers des e-shops évolue, change, mute plus vite que ce qu'on a sur Amazon. Sur Amazon, vous avez toujours un socle commun. Bon, pay-per-click SEO, globalement, depuis 5 ans, ça n'a pas énormément changé, quoi. Il y a les prix du pay-per-click qui ont augmenté, mais globalement, ça reste à peu près la même chose. Après, il y a des petits tips qui évoluent. Sur la partie e-shop, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'il y a une logique d'acquisition client dont tu as parlé, qui se structure en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on va appeler l'activation.
Donc, comment taper sur l'épaule du prospect en disant « Regarde, j'existe » pour que le mec comprenne que ta marque existe. Ça, c'est le premier point. C'est ce qui coûte le plus cher. Après, une fois que tu as suscité l'intérêt, donc que le mec est venu visiter au moins une fois ton site, il y a ce qu'on appelle le retargeting. Là, tu es sur le deuxième étage en fait du canal d'acquisition. Et une fois que le prospect est devenu client, il y a le dernier étage qu'on appelle la réactivation. Globalement, si tu veux, c'est le schéma un peu général de l'acquisition de clients sur Internet. Aujourd'hui, ce qui coûte extrêmement cher, c'est le premier étage, c'est l'activation. Il y a globalement, on va dire, structurellement, des coûts d'acquisition clients qui sont croissants dans le temps. Pourquoi ? Parce que tu as toujours beaucoup d'entrants. Par le simple fait que l'ancien business sur Internet, en fait, ça ne demande pas énormément d'argent. Aujourd'hui, très clairement, avec 2000 balles, tu peux lancer un Shopify et foutre 2 références de compléments alimentaires dessus. Tu vas voir un façonnier qui te sort des lignes de 500 unités, tu te ruineras pas avec ça. Et donc, ça fait des nouveaux entrants, Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, il faut trouver des moyens pour contrer, si tu veux, cette augmentation structurelle du CAC, qui s'est profondément accélérée en plus avec la période Covid où tout le monde était confiné à la maison. Chacun voulait lancer son petit business et à ce moment-là, j'ai jamais vu autant d'entrepreneurs germer de partout. Donc après, on rentre un petit peu dans les côtés un peu stratégiques, etc. Mais globalement, moi, je vais te parler de mon business. Et encore une fois, la typologie business Nutri&Co ne correspond pas à tous les business. C'est très important de le dire. Nous, comment on fait pour lutter contre un CAC structurellement croissant ? On a 2 approches. Le premier, c'est de construire une brand très solide. Donc, la brand, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est différent du private label. En français, le mot marque, le problème, c'est que tu n'as pas cette différence entre branding et private label. Tu as un peu MDD, mais MDD, c'est pas vraiment un private label, tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour faire la différence pour tes auditeurs, tu as le private label, c'est vraiment, si tu veux, la marque MeToo, comme on en a 15 qui débarquent chaque jour sur chaque verticale sur Amazon. Ça raconte pas d'histoire. Le mec est là pour venir grappiller son petit pourcentage de part de marché sur un segment où il y a peu de barrières à l'entrée. Mais il va pas changer le monde. Et après, tu as le branding. Le branding, c'est par exemple une marque comme Patagonia. Patagonia, parfois, tu discutes avec des gens, ils te disent, qu'est-ce que c'est Patagonia ? En fait, je sais pas trop, j'ai l'impression que ça te fait des vêtements, mais surtout, ça me fait rêver. Et en fait, quand tu débarques sur leur Instagram, tu voyages, c'est magnifique, et tu as envie de devenir un aventurier avec eux. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est le branding. Et la force du branding, c'est ça. Ça te crée une allégeance très très forte de ton client. Donc, tu vas augmenter ta récurrence client très fortement. Donc ça, c'est le premier aspect. Et on s'est vraiment attaché à développer une brand. Et je pense qu'on est la première brand direct au consumer de l'univers de la nutraceutique, des compléments alimentaires en France. Le deuxième élément, en fait, pour contrer les CAC structurellement croissants, c'est de développer ton portefeuille produit. Je te prends un exemple très simple. Tu prends par exemple tu prends un modèle marketplace. Le modèle marketplace, c'est j'ai des centaines, des milliers de références que je vais proposer à mes clients. Donc, si j'arrive à faire ramener un prospect sur ma plateforme, je maximise mes chances qu'il reparte au moins avec un produit. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, je fais une marge ridicule dessus. Quand tu te places côté brand, tu es un échelon au-dessus, où globalement, tu dis, moi, j'ai pas beaucoup de références, mais par contre, je marche mieux. Mais à un moment donné, tu as quand même une logique d'élargir un petit peu ta gamme. Voilà l'idée. Donc nous, c'est les 2 approches qu'on a trouvées pour contrer les CAC structurellement croissants, avec, je dirais, un 3e élément qui est le SEO. Mais encore une fois, ça ne correspond pas à tout le monde. Je sais qu'on en a déjà parlé en off tous les deux. Il y a des marques pour qui c'est adapté, des marques pour qui c'est pas adapté. Bon, moi, globalement, j'ai plusieurs canaux d'acquisition et je vais citer 2 exemples. Tu parlais d'Amazon tout à l'heure. Quand tu débarques sur Amazon, tu sais déjà ce que tu veux. Mais tu ne sais pas encore, si tu veux, quel magnésium, par exemple, tu vas choisir. En fait, tu as fait ta recherche sur Google, je suis stressé, qu'est-ce que je dois prendre contre le stress ? Google, il t'a sorti quelques articles en te disant, il te faut du magnésium. Ok, j'arrive sur Amazon, magnésium, là j'ai 10 machins qui arrivent, lequel je choisis ? Et donc en fait, si tu veux, tu dois choisir le meilleur. Mais tu sais déjà ce que tu veux. Sur le SEO, c'est pas pareil. Le SEO, justement, c'est comment faire pour rattraper le prospect au moment où il a identifié son problème, c'est-à-dire son stress. Et là, moi, il faut que je pousse mes articles au sommet de Google pour que le mec les lise, que je puisse le retargeter après
et que je l'emmène sur mon e-shop. Et maintenant, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus pour le retail? Quel a été ton premier point de vente et comment ça se passe au niveau du développement? Alors, le premier point de vente, ça a été, on va leur faire de la pub du coup, la pharmacie de la rue d'Italie à Aix-en-Provence. Donc une petite pharmacie. Une petite pharmacie, exactement. Après, nous, on cible les pharmacies, on va dire, de taille moyenne. Globalement, si on doit... donc nous, le retail, tu l'as compris, c'est la pharmacie. Pourquoi? Parce que tu as du conseil. Donc ça te permet quand même de vendre des produits qui sont, je vais pas dire chers, mais qui embarquent des ingrédients qui sont qualitatifs et donc qui sont quand même un peu plus chers que ce que tu vas retrouver en GMS avec du Juvamine, du Vitarmoni, où là tu es un peu râlé pâquerette quand même. Donc si tu veux, nous, la pharmacie représente un vivier extrêmement important. Plus je l'expliquais au début de notre échange, elle représente à peu près 50 à 60% d'un marché qui fait 2,3 milliards en France à peu près. Donc c'est extrêmement important. Et ce qui nous a amené à nous porter sur le retail, eh ben, c'est tout simplement le fait de se dire qu'en matière de santé, Internet présente une faible profondeur de marché. En tout cas, moi, c'est ma conviction. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que acheter des gélules sur Internet que tu vas avaler, c'est un geste quand même très fort. Et la réassurance que t'apporte la blouse blanche du pharmacien reste quand même un élément déterminant. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à une explosion du digital sur mon segment. Je pense qu'il y a quand même un business. À mon avis, la profondeur de marché sur Internet, ça doit être 500 millions en France. Mais tu vois que 500 millions, c'est pas énorme quand même. Et puis la problématique, c'est que aujourd'hui, tu as plein de verticales produits. Mais sur ces centaines de verticales produits, tu n'en as peut-être que 10% qui génèrent vraiment un gros volume. Donc aller sortir, si tu veux, un extrait de paprika où je vais te mettre 3 produits par an, ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère prendre mon magnésium où je te mets 3000 rêves par mois sur le digital et le proposer en pharma parce que je sais qu'il va cartonner, quoi. Voilà. Et ce qui a été compliqué pour nous, c'est que venant d'Amazon et venant globalement du digital, nos prix étaient plus bas que le retail. Donc l'année 2021 a été une année compliquée parce qu'on a dû augmenter nos prix pour s'aligner sur le retail. Mais parce qu'ils supportent pas en fait que vous soyez moins cher sur Internet, ça leur fait un peu une sorte de concurrence déloyale et ça pose un problème. Ils acceptent quand même, si tu veux, les périodes de réduction, mais tu leur communiques en amont, tu vois, tu arrives, voilà, en tel moment dans l'année, c'est Black Friday, c'est French Day, tout, donc voilà. Et puis, à toi aussi, je vais t'amener de la promo et puis j'ai un plan de trade marketing avec toi, donc t'inquiète pas, tu auras toi aussi tes réductions. Donc globalement, c'est faire. Mais la clé de l'omnicanalité, et ça c'est vraiment important, s'il y a une personne qui nous écoute, qui cherche vraiment à déployer sa marque sur des canaux très différents pour en faire une marque omnicanale véritablement dédiée aux consommateurs, c'est le prix. C'est-à-dire qu'il faut le plus possible garantir l'homogénéité des prix sur les différents canaux de distribution. Et c'est ce à quoi, si tu veux, on s'est attaché. Est-ce que tu peux nous parler aussi du fait que ta présence online a aidé au développement du retail, en fait? Non, alors c'est sûr que on s'est attaché à créer une culture, on va dire, professionnelle, un petit peu start-up. Pas parce que j'aime particulièrement ça. Preuve en est, c'est que j'arrive toujours pas à porter de basket. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose de recherché chez des clients B2B qui cherchent à couvrir leurs risques dans l'avenir. C'est-à-dire que si tu viens en pharmacie et que tu as un énième blister blanchâtre qui appartient au passé, le mec il va dire enfin, j'en ai déjà 50 des marques comme ça, merci, au revoir. Si tu arrives avec une petite marque ultra trendy où tu expliques au mec que tu vas le mettre en exergue sur les réseaux sociaux, en plus nous on a mis un petit QR code, tu vois, sur nos étiquettes, tu scannes, tu arrives sur un mini site sans push à l'achat, donc le mec il est sécurisé, bon, tu récupères quand même le cookie, mais surtout ce qui va être important c'est qu'on a apporté l'expérience du digital dans l'officine. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les officines qui ont longtemps été, si tu veux, très indépendantes, qui n'acceptaient pas que tu sois présent, par exemple, chez Decathlon, parce que nous, on est présent chez Decathlon aussi, ou dans l'arboristerie qui est en face, etc. Et ben aujourd'hui, ils s'ouvrent à ça. Et en fait, ils comprennent qu'il y a un train qui est en train de partir et que demain, l'omnicanalité rayonnera en maître. Donc nous, si tu veux, nos cibles, c'est des pharmas où tu as des titulaires, donc les titulaires, c'est les gérants des pharmacies, qui sont ouverts et qui cherchent à se couvrir dans l'avenir avec des marques un petit peu trendy qui vont les faire rentrer dans la modernité et qui apportent cette expérience client qui leur permettent de toucher
une clientèle plus jeune, parce que le problème c'est qu'en pharma, la moyenne d'âge c'est 55 ans, quoi. Et aussi, peut-être, je sais pas si ça a été le cas pour toi, mais je sais que moi, ça a été très très important, les reviews que j'ai sur Amazon dans les prises de décision des centrales d'achat, donc pour Leclerc, pour Auchan, etc. Du coup, ils nous ont même remonté des mauvais commentaires en nous disant, et voilà, est-ce que ce problème-là a été résolu, est-ce que c'est quelque chose de récurrent, etc. Donc, ils prêtent vraiment attention à ça. Et le fait d'avoir eu ces produits numéro 1 en Amazon Choice sur Amazon a aidé énormément en fait au développement pour mon cas, pour mes marques, donc en grande surface. Est-ce que ça a été le cas aussi pour toi? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je peux même te dire que dans notre boucle de vente pharma, on s'inspire de nos positions Amazon pour vendre certains produits. J'ai certains produits qui sont leaders de leur segment sur le digital. Je le mets tout de suite en avant. Et les notations, on les met également en avant. Les notations, c'est un élément qui est central. Et je suis même en train de réfléchir à nommer une personne chez moi qui soit responsable de toutes les notations, de tous les canaux. Pour agréger? Pour agréger, exactement. Parce qu'en fait, ça reste quand même le nerf de la guerre. Alors sur Amazon, on est terriblement embêté parce qu'aujourd'hui, on peut quasiment plus rentrer en contact avec le conso. Donc là-dessus, c'est compliqué. Mais par contre, sur d'autres outils et d'autres verticales comme le e-shop, comme sur Google, sur Trustpilot aussi. Moi, je pense que Trustpilot va justement truster tout ce secteur et va passer devant. Aujourd'hui, quand tu écoutes des jeunes de moins de 25 ans, tu leur parles d'une marque, ils te disent tous qu'est-ce que ça dit sur Trustpilot. C'est pas vérifié, c'est pas Ecomi, c'est pas je sais pas quoi, c'est Trustpilot directement. Et du coup, on s'est quand même attaché à faire une belle fiche entreprise sur le site de Trustpilot pour Nutrien&Co. Bien noté, avec un beau descriptif d'entreprise. Donc les reviews, c'est déterminant, c'est vraiment déterminant. Alors on va passer à la partie suivante maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de la répartition du chiffre d'affaires entre les différents canaux et peut-être nous donner des fourchettes de chiffre d'affaires pour qu'on ait une idée de la taille de ton business à l'heure actuelle? Alors en matière de taille de chiffre d'affaires, je peux te donner, si tu veux, je te donnerai le chiffre suivant. On est en train de s'approcher doucement des 10 millions de chiffre d'affaires. Et la répartition pour le moment, c'est, je dirais, 45-45 e-shop Amazon, avec une très grosse croissance sur le e-shop. Donc je pense que le e-shop va, d'ici la fin de l'année, il est possible qu'il représente 55, peut-être même 60%. Et le reste, c'est le retail, parce qu'on vient de démarrer, et comme je te dis, c'était le warm-up. On n'a pas démarré sur la France entière, on a démarré sur un nombre de secteurs assez restreint, notamment pour pouvoir piloter correctement tout ça. On a été, cela dit, gêné par la 5e vague de la pandémie. Pourquoi? Parce que en pharmacie, tu te doutes que tout ce qui était vaccin, test, a entraîné une problématique de bande passante des décisionnaires. Et donc, je dirais que de décembre jusqu'à février, voire début mars, on a été bloqué. On a été vraiment bloqué. Et comment tu expliques la diminution de ce que représente Amazon dans la répartition de tes ventes? Puisque si je me rappelle bien, dans la dernière interview, c'était 70% Amazon, 30% ton e-shop. Maintenant, on est à 45%. Donc, est-ce que tu as maximisé ce que tu pouvais faire sur Amazon ou juste tu as divisé tes efforts et tu mets plus d'efforts sur les autres pôles? Qu'est-ce qui se passe concrètement pour qu'on ait une idée? Et aussi, tout en sachant que ces 45% maintenant représentent peut-être plus que les 70% de l'époque aussi. Ça, il faut le dire. Exactement. J'avais démarré par ça. On est quand même en croissance sur Amazon, hein, ça c'est certain. Maintenant, je rebondis un peu sur ce que je disais en début d'entretien. L'idée, c'était de faire d'Amazon un tremplin professionnel, mais l'idée n'était pas de faire une marque dédiée à Amazon. Et l'avantage en fait de ton e-shop, c'est que tu es directement en contact du consommateur. Tu as toute ta data, tu connais tout en fait. Donc c'est vrai qu'on a intensifié nos ressources et nos moyens sur ce canal-là. Et j'ajoute également un élément, c'est que par le fait que notre e-shop ait commencé à prendre un certain essor, on a un petit peu ralenti, si tu veux, le développement produit qui était structuré pour Amazon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont autour des 30 € sur des verticales où la moyenne, c'est 15 balles sur Amazon. Bon, quand tu as une différence de prix aussi marquée, tu sais très bien que tu n'iras pas chercher la première position. Mais quoi qu'il en soit, et c'est quand même intéressant, c'est que là, avec l'inflation qu'il y a eu dernièrement, j'ai mis un petit peu un coup d'arrêt à cette logique de dire qu'on fait les plus beaux produits, peu importe combien ça nous coûte. Et on est en train de sortir quand même quelques petits quick wins qui vont redonner du jus à Amazon avec des produits qui seront sous la barre des 15 €. Donc là, je pense qu'on va pouvoir aller taquiner certaines verticales. Mais voilà, il fallait aussi qu'on développe des produits de spécialité pour pouvoir rentrer en pharma, pour pouvoir sur notre e-shop toucher des panels de clientèle un petit peu différents. Donc c'est ce qui explique que tu aies eu une diminution en proportion du poids d'Amazon, mais c'était aussi une volonté de diminuer notre dépendance à Amazon. Parce que par contre, quand tu as une coupure de compte Amazon et que tu as 70% de ton chiffre qui est dessus, bon là, si tu veux, tu vois, je commence à avoir des petits cheveux blancs sur les côtés.
sont arrivés à ce moment-là, tu vois. T'as pas un complément pour éviter les cheveux blancs? Le seul complément, c'est juste de diversifier du coup. Je ne sais même pas si ça existe, pour être franc. Je sais que ça vient d'un dérèglement du rapport zinc-sélénium. Donc il y aurait un truc à regarder un petit peu là-dessus. Mais il faudrait que je creuse vraiment pour voir un peu comment ça se passe. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de ton catalogue produit, donc combien tu as de références à l'heure actuelle, et surtout de comment tu conçois tes produits pour avoir des produits qui sont réellement uniques, pas des MeToo products. C'est vraiment ce qui fait la différence entre, on va dire entre guillemets, et sans être méchant, un petit entrepreneur qui va se tirer 5-10K par mois, et quelqu'un qui va avoir une vision et qui va créer une vraie marque, quelque chose enfin un actif qui a une vraie valeur, qui peut se revendre plusieurs millions. Donc justement, j'aimerais parler de ça parce que c'est quelque chose que tu fais très bien. Ah, merci beaucoup. Alors là, actuellement, on a une vingtaine de références. Tu touches un élément central, c'est le plus dur dans le métier, le développement produit. Parce que tu dois sans arrêt arbitrer entre la qualité et la rapidité d'exécution. Parce qu'on est dans un monde où tout va extrêmement vite, et on en parlait tout à l'heure, je te disais que pour contrer les CAC structurellement croissants sur la partie e-shop, il est important de déployer rapidement une gamme de produits assez large. Mais en même temps, si tu veux sortir 40 produits d'un coup, tu auras 90% de MeToo, parce que tu peux pas sortir 40 produits comme ça d'un coup, c'est pas possible. Nous, en fait, on est toujours en train de tâtonner pour positionner le curseur. Et juste précédemment, je te parlais du fait que je vais sortir quelques quick wins qui vont combler un peu les trous de la raquette. Typiquement, on n'avait pas de vitamine C, on va en sortir une. Tu vois, il y a quelques produits comme ça. Il y a un zinc top niveau. Tiens, un zinc sélénium pour les cheveux blancs, tu vois, qui va arriver. Je l'avais sur mon bureau hier, mais je l'ai ramené à la maison. Parce que je me suis fait quand même la petite gamme maison, tu sais, en déco. Donc, tu verras que sur notre site, il y a un onglet qui parle de ça. Tu vas dans À propos, un onglet qui s'appelle Formulation ou notre vision de la Nutra. Et en fait, en moyenne, on met 12 mois à développer un produit chez Nutri&Co. C'est très lourd. Ça demande, si tu veux, plusieurs étapes. La première, c'est l'analyse de marché. Donc, tu vas prendre une verticale, par exemple le stress. Tu vas regarder les différents segments stress, les différentes filières santé qui adressent le stress. Donc, le magnésium, c'est principalement pour les terminaisons nerveuses. Aujourd'hui, tu as des probiotiques aussi qui vont jouer sur l'axe intestin-cerveau. Tu vois, voilà, tu identifies un peu les trucs comme ça. Ensuite, tu vas regarder ce qui se fait au niveau de la concurrence. Ensuite, tu vas regarder les différents ingrédients qualitatifs, c'est-à-dire véritablement efficaces sur le marché. Tu vas faire tes petits Excel pour commencer si tu veux avoir combien va te coûter ta formule. Nous, on a la notion du prix du façonnage, du prix d'un flacon. On arrive à peu près à savoir le coût de revient d'un produit. Donc, tu as plusieurs options de formule. Tu choisis ton option de formule. Tu envoies ça ensuite à 2-3 façonniers qui vont te sortir des devis. Tu checkes aussi la partie réglementaire parce que souvent, les ingrédients très qualitatifs ne sont pas allégables en matière de santé. Donc, tu es obligé de leur mettre une petite vitamine à 3 sous parce que dans les années 90, tu pouvais dire ce que tu voulais. Donc, tu vas mettre une petite vitamine A, par exemple, pour aller chercher un truc sur l'immunité, quand tu as un putain de probiotique qui est bien pour l'immunité, mais sur lequel tu n'as rien le droit de dire. Et après, une fois que tu as tout ça qui est coché, boum, tu appuies sur la case commande et ça sort. Mais tu te doutes que c'est extrêmement chronophage. Donc, il y a une logique de gestion de projet derrière qui est extrêmement dense. Et donc, on a une équipe dev produit qui est dédiée. On a des docteurs, des ingénieurs avec nous. Voilà. Qui travaillent chez vous en interne. Ouais, qui travaillent chez nous. Exactement. Donc tout ça, ça a un coût. Tu as une estimation de combien ça coûte vraiment à développer un nouveau complément? Alors, j'ai mieux que ça. Tu verras que sur mon site, il y a en fait dans la partie transparence, il y a une approche du prix. On découpe en fait un produit, si tu veux, en fonction de ce qui revient à chaque étape avant que ça arrive dans les mains du consommateur final. Et donc, on parle de la partie R&D. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie R&D, tu en as quand même beaucoup qui passent dans les immobilisations. Donc ça, pour les personnes qui nous regardent, en fait, en comptabilité, vous avez trois documents, dont le compte de résultat et le bilan. Et typiquement, quand on va faire, par exemple, une analyse de stabilité sur un produit, ça passe dans les immobilisations. Donc, ça ne va pas venir, si tu veux, se soustraire à mon chiffre d'affaires. Donc, en réalité, tu as le coût de revient du produit. Nous, on est transparent là-dessus. Tu pourras le voir. Je pense qu'on est les seuls à faire ça sur Internet. On est à peu près à 6 euros. Donc, c'est très cher. La moyenne du marché, c'est plutôt 2 euros, 2,20 euros. Bon, la tendance a augmenté un petit peu. Donc, c'est là qu'on voit qu'on fait des produits de qualité. Et après, tu as toute la partie mobilisation qu'on ne voit pas forcément, qui va être les analyses de stabilité, toute la partie réglementaire, etc. Où là, parfois, ça peut chiffrer 10-15 000 euros, mais quand tu sors 10 produits par an, tu vois, bon, ça commence à faire un peu d'oseille. Point important, on récupère quand même une partie de ces investissements via le crédit impôt recherche.
Ok, et justement, je voulais faire la transition en parlant d'argent. On va parler de levée de fonds, puisque tu as fait une levée de fonds. Donc, à peu près au moment où on faisait la dernière interview, il y a 2 ans, il me semble, Ouais, tu avais exactement. levé 4 millions, c'est officiel, hein, je peux le dire. Tu l'as dit, il me semble, dans des interviews déjà. Et en fait, j'aimerais qu'on en parle parce que c'est assez intéressant de voir pourquoi tu as choisi de faire une levée de fonds plutôt qu'un crédit auprès d'une banque. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement au-delà du cash? Est-ce que tu as eu aussi du conseil qui a été avec, etc. Est-ce que ça t'a aidé à développer plus ton business? Donc voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu ton retour là-dessus. Ouais. Alors, déjà, en fait, en matière de levée de fonds, pourquoi on n'est pas parti prendre un crédit? Eh bien, parce que les crédits, c'est toujours proportionnel à tes fonds propres. Donc, tu te doutes que nous, qui avions mis 30 000 balles, 32 000 balles, quand tu vas voir le banquier et que tu dis bonjour, j'aurais besoin de 4 millions d'euros pour accélérer. Bon, le mec, il te dit, t'es gentil, t'as zéro track record, repasse me voir quand t'auras fait fortune, mais il dit ça en rigolant, tu vois. Il vous aurait donné quoi? Quelques centaines de milliers, peut-être? Mais ça, on l'avait eu. On est rentré au réseau Entreprendre Provence, un réseau qui est très intéressant. Je les salue d'ailleurs. On avait récolté, enfin, on avait obtenu un prêt à taux zéro de 50 000 euros. D'ailleurs, j'invite tous les entrepreneurs qui se lancent à entrer au réseau Entreprendre parce que c'est une belle école de l'entrepreneuriat. On y trouve beaucoup de soutien. Ça permet aussi de pas trop se sentir seul parce que dans l'entrepreneuriat, parfois, tu te sens quand même un peu seul. Tu es bien accompagné. Il y a un coaching gratuit. Donc c'est vraiment super. Et puis, tu peux choper un crédit qui va de 10 à 50 000 sur 5 ans à taux zéro. Par contre, tu le chopes en propre et tu le réinjectes ensuite en perso dans la boîte. On avait également levé un peu de dette à la banque, mais bon, on avait levé quoi? Je dirais, je me souviens plus exactement, mais on avait levé quelques centaines de milliers d'euros parce que nos fonds propres ne nous permettaient pas d'aller au-delà. Bon, pourtant, on était rentable, ça se remboursait, etc. Donc, à un moment, en fait, on s'est posé la question. On s'est dit, est-ce qu'une levée de fonds, c'est intéressant pour nous ou pas? Parce que en matière de levée de fonds, tu as un peu deux écoles. Tu as un peu les deux fanatismes opposés. Tu as les mecs des startups parisiennes, tu sais, Station F, The Family, bon, j'ai rien contre eux, hein, mais si tu veux, la levée de fonds est un succès en soi, quoi. Tu vois, là, ok, j'ai levé 10 Peu millions, importe ce qu'ils en font après, c'est j'ai levé tant. bon, voilà, je vais à la playa et il n'y a rien derrière. Bon, je caricature un Ouais, petit peu, mais bon, ça, c'est quand même un peu dangereux. ouais, Et puis à clairement. l'opposé, tu as aussi des business qui n'intéressent pas les levées de fonds, notamment des petits business de services, etc. Et eux, ils sont un peu haineux parce qu'ils peuvent pas aller lever des sous, ils comprennent pas que leur business sur lequel ils s'arrachent la tête tous les jours prennent pas une valeur aussi intéressante que ce que peuvent avoir certaines startups, etc. Et donc eux, ils se réfugient dans le fanatisme inverse de dire ah ben non, nous zéro levée de fonds, jamais, jamais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Nous, on a essayé de sortir de ce dogmatisme et on s'est posé la question de qu'est-ce qui fait qu'une levée de fonds est utile. Et tout à l'heure, on parlait de barrière à l'entrée. En fait, quand tu n'as pas de barrière à l'entrée sur un secteur, il faut aller très vite. Et la rapidité, c'est souvent l'injection de cash qui te la donne. Une injection de cash massive. Donc en fait, pour nous, il a été assez logique de faire une levée de fonds. Pourquoi? Parce que avec nos marges, je te caricature un peu le truc, mais globalement, quand tu vends un produit Nutrien-Co, tu peux en racheter deux. Donc en fait, si tu vas pas à un moment donné faire une levée de fonds avec une injection de cash massive, tu acceptes d'avoir un développement lent dans le temps, enfin lent à l'échelle, si tu veux, de notre modernité. Enfin, tu vois des petits startups aussi qui commencent à arriver dans ton rétro, tu te dis, bon, les fonds de venture capital, ils vont forcément mettre un ticket à un moment donné là-dessus, je suis le plus avancé, autant que ce soit moi le premier servi. Donc on est monté à Paris, on a tourné et on a dealé avec un fonds que je trouve très très bien, le fonds de la famille Mullier qui s'appelle Créadev, qui a la particularité d'être un fonds à culture entrepreneuriale. Donc ils sont généralement là pour une durée de temps assez longue. Ce qui est intéressant parce qu'un entrepreneur a toujours une vision du temps long. Il sait que c'est, même s'il est toujours très impatient, il sait que construire une marque c'est long, il sait que rentrer dans 2000 pharmacies c'est long, il sait que voilà, c'est développer 40 produits de qualité c'est long. Alors si tu pars sur un fonds de venture capital très financier, les mecs, au bout de 4-5 ans, ils vont déjà te dire, habille la mariée, on va revendre le bazar. Et toi, ça peut te gêner dans ton développement. Donc, nous, on est parti avec Créadev, déjà parce qu'ils avaient cette vision-là. Ensuite, le gros avantage qu'on a eu aussi, c'est que Créadev a ramené dans l'équation un élément humain clé pour notre industrie, qui est donc Jacques Chevalet, l'ancien CEO d'Arco Pharma. Arco Pharma étant le leader français et en partie européen du monde du complément alimentaire. Et il est rentré en fait au capital de Nutrien-Co également. Et aujourd'hui, c'est un consultant. Moi, c'est devenu mon mentor. En plus, je l'avais croisé 2 fois auparavant. Donc, on avait eu le temps d'échanger un petit peu. Et donc, c'est noué un lien assez fort entre nous. Et bon, bah, quand tu as Créadev qui te fait venir Jacques Chevalet, si tu veux, c'est un peu le pape, hein, le mec qui te fait, tu sais, l'ouverture de tous les grands salons de l'industrie. Tu vois, c'est lui qui est au pupitre et tout. Donc, bon, c'est... Voilà. Donc ça a joué très fortement.
C'était un fonds aussi qui a su apprécier la véritable valeur de l'actif qu'était Nutri & Co à ce moment-là. Aujourd'hui, tu as beaucoup de fonds d'investissement qui regardent uniquement les chiffres. Je pense que les chiffres, c'est dangereux parce que tu peux les maquiller. Ce que tu peux pas maquiller, c'est ce qui n'est pas chiffré. C'est ton actif intangible, c'est ta brand, c'est tes produits, etc. Là, tu as un audit scientifique qui te tombe dessus. Soit tu t'atterris dans le vert, soit tu es dans le rouge. Mais tu peux pas mentir. Bon, tu vois, ils ont donné une part importante au travail qu'on avait fait, travail sur les produits, travail sur le branding, travail aussi sur l'équipe, parce qu'on avait une équipe, on avait réussi à associer des compétences qui nous permettaient, si tu veux, d'entrevoir un avenir radieux pour la boîte. Donc ça, c'est ce qui nous a fait choisir le fonds avec lequel on est parti. Et après, donc la dernière partie de ta question, c'était est-ce qu'on en est content? Réponse oui. On en est content pour plusieurs raisons. Déjà, on a eu un accompagnement en matière de conseil qui était, je trouve, plutôt bon, notamment sur la partie RH. Donc ça a été un élément important. C'est un des trucs les plus durs en fait pour un entrepreneur, tout ce qui est recrutement et tout ça. En fait, j'ai l'impression, nos profils un peu de solo entrepreneur, on est tout seul sur nos ordis et dès qu'on doit commencer à déléguer, à recruter et faire des belles équipes qui fonctionnent bien, c'est le plus dur. Et en fait, c'est tout le paradoxe avec l'univers de nos parents et notre univers entrepreneurial, c'est qu'à l'époque de nos parents, c'était difficile de fonder une boîte, parce qu'il fallait direct aller voir ton avocat. À l'époque, tu n'ouvrais pas une boîte facilement avec Legal Start, hein. C'était pas la même histoire. Donc la première étape était très dure, tu avais moins facilement accès à l'information, etc. Et en revanche, on va dire que la structuration des équipes à l'époque était un petit peu plus simple qu'aujourd'hui, notamment par le fait que il y avait encore un respect du patron, tu pouvais sortir tes mecs plus facilement qu'aujourd'hui. Et quand tu vois le nombre de prud'hommes qui est en augmentation constante depuis 20 ans, tu comprends la chanson. Nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, tous les deux, on décide de monter une boîte. Lundi, elle est créée, la boîte. Tu le sais comme moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En revanche, choper son premier million en solo, etc., c'est finalement, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est pas la partie la plus dure. Dès que tu dois commencer à structurer une équipe, putain, là, tu rentres dans le moment qui est difficile, quoi. Complètement, ouais. Non, clairement. Et donc là-dessus, notre fonds d'investissement nous a quand même apporté beaucoup de conseils. Ils ont été très bons là-dessus. Ils ont su nous challenger. Ils ont su aussi nous faire confiance. Donc nous, on est relativement contents. C'est devenu des personnes à part entière de l'aventure, quoi. Une autre question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu fais dans ton business que personne ne fait ou aucun de tes concurrents ne font? Et également, qu'est-ce que tu expérimentes en ce moment? Parce que ça, c'est toujours une question qui est intéressante, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais d'un peu nouveau qui va peut-être pas marcher ou qui va marcher s'il y a 2-3 trucs que tu essayes. Parce qu'il y a beaucoup de gens, à chaque fois, ils nous entendent dire, voilà, on a fait ça et ça a bien marché. Ah oui, mais il fallait le faire il y a 3 ans ou un truc comme ça. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire tout de suite qui est vraiment précurseur? Ça m'intéresse de savoir. Alors, je dirais, je vais faire une réponse un peu de Normand pour le début. Ce qu'on fait et ce que les autres ne font pas, c'est qu'on a fait une marque pour les consommateurs. Alors, sur le plan pratique, ça passe par quoi? Ça passe déjà par le fait qu'en matière de transparence, on est les plus forts. On a une vraie transparence, c'est-à-dire que c'est pas juste une map avec des petits sticks en mode voilà, Clermont-Ferrand, machin, truc. Non, c'est pas ça. Nous, on donne vraiment le nom des ingrédientistes avec lesquels on travaille, le nom des façonniers avec lesquels on travaille. Tu iras voir du coup aussi la page prix. On découpe tous les coûts, c'est-à-dire que le consommateur, quand il vient chez nous, il sait combien le produit a coûté à Nutri & Co, combien prend la pharma ou combien prend Google ou combien prend Amazon, combien on a besoin de se servir sur ce prix flacon pour compenser nos frais de fonctionnement, etc. Donc je pense qu'en matière de transparence, on est les meilleurs. Et c'est pas la fake transparence de la story Instagram. On est vraiment, on a une fibre transparence forte. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que c'est l'éducation, parce que on est vraiment passionné et du coup, ça se voit et on sait parler de nos produits. En fait, si tu veux, c'est des produits qui sont assez techniques, donc tout le monde ne sait pas parler des produits. Si tu fais un MeToo, si tu n'es pas un minimum passionné par la nutrition, tu ne sais pas parler de ce type de produit. Et ça, on est en train d'expérimenter du coup sur TikTok une approche éducative et ça cartonne. Il y a quoi, je dirais, il y a 3 jours, on a parlé en off avant de préparer cet entretien. J'étais à 8000 follow, tu vois, sur TikTok. On a démarré en avril, donc c'est tout neuf. Je suis passé à 12 000 wow. En 3 ans. Tu vois, donc on fait des petites expérimentations comme ça, et en fait on se rend compte que TikTok est un canal d'éducation, donc c'est super intéressant parce que du coup les produits techniques on peut aussi les mettre dessus. Tu peux parler de probiotiques, mais tu peux aussi parler de produits beauté. Donc c'est un canal qui est extrêmement adapté à l'âme de Nutri & Co. Et enfin, je dirais que la dernière chose que je fais et que les autres ne font pas, je te le remonte, mais c'est où est-ce qu'il est? Hop, le petit code.
Peut-être que du coup, on pourra faire passer une démo. Tu sais, tu peux mettre un petit add-on pour montrer comment ça rend sur un téléphone. Ouais. On est les seuls à le faire. On est les seuls, si tu veux, à apporter un niveau de réassurance aussi élevé, une posologie personnalisée, une map de transparence interactive directement dispo, le petit macaron Messenger, l'infographie, si tu veux, qui apparaît aussi sur ton téléphone, les analyses qualité. Voilà, tout ça, on est les seuls à le faire. Est-ce qu'il y a une marque qui fait à la perfection ce que tu aimerais faire? Pas forcément dans ton univers, mais voilà, une marque qui t'inspire dans le retail ou dans le direct to consumer, peu importe. Il y a une marque que j'aime bien, j'ai eu la chance d'échanger d'ailleurs avec son fondateur, qui a mis en place un système d'abonnement sur son e-shop, très bien pensé. Cette marque, elle s'appelle Franklin, c'est des croquettes pour chiens. Et en fait, nous, on est en train de réfléchir à intégrer intelligemment une logique d'abonnement. Et je trouve qu'ils font ça vraiment très très bien. Donc, on pourrait aller visiter le site. Ok. Du coup, on va s'inspirer d'eux. Je mettrai les liens en dessous. Bah, c'est toujours intéressant en fait de savoir ce que les entrepreneurs à succès regardent, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils trouvent bien, parce que ça permet aussi de comprendre un peu ce qui se passe dans leur cerveau. Donc merci d'avoir partagé ça. Dernière question que je voulais te poser, quels sont tes objectifs pour Nutri & Co à horizon de 2 ans et peut-être aussi à plus long terme si on a une vision vraiment peut-être 10 ans ou quelque chose comme ça? Alors, l'objectif numéro un, c'est d'élargir la gamme produit. C'est l'enjeu maître chez nous, de sortir des produits qui soient adaptés à leur verticale, qui rencontrent vraiment leur public, et en même temps le faire rapidement. Donc à 2 ans, horizon 2 ans, il faudrait qu'on ait une quarantaine de références. C'est très ambitieux. D'autant plus qu'on a certaines formules à revoir un petit peu, soit pour baisser les coûts de revient, soit parce que il faut les rafraîchir, etc. Donc c'est vraiment un enjeu central. Le deuxième enjeu, ça va être au-delà du développement digital sur lequel on a pris une traîne très favorable, eh ben, de parvenir à hacker le retail. Et pour cela, on va essayer de se donner les moyens d'aller chercher 1000 à 1500 pharma à un horizon 2 ans, quoi. Voilà, c'est notre objectif. Celui-ci est très ambitieux. Il y a une probabilité, on va dire, je ne vais pas dire faible, mais réduite qu'on l'atteigne. Et comme on dit, il faut viser la Lune pour atterrir dans les étoiles, quoi. Et un horizon plus lointain, un développement en Italie, ça me plairait bien. Et en plus, je suis un quart italien, donc ça me brancherait. Top, ça me paraît être des bonnes prévisions. Du coup, on va passer à la dernière partie de cette vidéo. L'objet aussi de cette interview, c'est que tu voulais recruter un stagiaire. Donc, je vais te laisser la parole pour nous dire un petit peu ce que tu recherches, quel profil t'intéresse. Alors, je te remercie de me donner cette opportunité, puisque donc la dernière fois, quand on avait fait la première interview, on avait recruté en fait notre responsable marketplace par le même procédé. Et ça s'était super bien passé. Donc aujourd'hui, on a un responsable marketplace, mais qui a besoin d'un junior. Donc c'est un stage quand même qui a vocation à être un stage de pré-embauche avec des responsabilités. C'est un stage de 6 mois, principalement orienté sur Amazon, mais pas uniquement, puisqu'aujourd'hui, grâce à l'add-on que propose Miracle, il y a énormément de sites de renom qui migrent sur un modèle marketplace. Je pense par exemple à Decathlon, il y en a beaucoup d'autres. Et donc voilà, l'idée, ce sera d'être le second de notre marketplace manager pour performer en fait sur cette verticale. Et donc, vous l'avez compris, on a réaxé un petit peu notre développement produit pour sortir quelques quick wins qui vont être extrêmement adaptés au modèle marketplace, notamment Amazon. Donc, sur les 12 prochains mois, je pense qu'il y a une page de l'histoire Nutri & Co vraiment très intéressante à écrire à ce niveau-là. Ce qu'on va rechercher chez on va dire les candidats, et c'est pour ça d'ailleurs que je te remercie de me laisser cette opportunité, qu'ils aient un esprit un peu renard. Ça, c'est le plus important. Parce que sur Amazon, si tu ne sais pas regarder en dehors des sentiers battus, t'es mort. Si tu n'es pas curieux, si tu ne suis pas la chaîne aux ITV, machin, etc., tu pars avec des points en moins par rapport aux autres. Donc le plus important, c'est une personne curieuse, passionnée par ce type de canal de vente digital et qui ne se repose jamais sur ses acquis. Point vraiment essentiel. Donc, tu appelles ça renard. Nous, on appelle ça tac-tac. Je ne sais pas comment définir ça, mais clairement, c'est une aptitude. Ça ne s'écrit pas sur les CV, mais c'est quelque chose de particulier. Ça ne s'écrit pas sur les CV, mais par contre, en entretien, tu le repères assez. Ouais, tu le ressens directement. Globalement, ce qu'on va demander, c'est à une personne de ne pas être trop scolaire. Ensuite, on va demander quand même à une personne d'être à l'aise en environnement startup. Une personne qui maîtrise un minimum la suite Google. On ne demande pas trop le pack office, on s'en sert pas beaucoup chez Nutri & Co. Mais bon, c'est assez similaire.
Une personne qui soit, si possible, à l'aise quand même en anglais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va dire que je pense que pour tes sources d'inspiration, tu seras sans doute d'accord avec moi, mais il y a quand même beaucoup d'idées qui viennent des États-Unis sur Amazon et pas que sur Amazon. Hein. Et donc, en matière de business, l'anglais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de déterminant. On ne demande pas forcément une personne qui soit capable de nous sortir une dissertation, thèse, antithèse, synthèse en anglais, mais il faut quand même qu'elle soit capable de comprendre n'importe quoi et qu'elle soit capable de s'exprimer correctement, quoi. Voilà. Une personne aussi qui est idéalement un minimum de sensibilité à l'univers qu'on défend, parce qu'on est toujours meilleur quand on a un minimum de passion. Tout ce qui va être profil un peu healthy, profil un peu sportif, ce sont des éléments qui sont appréciés, parce que on est toujours meilleur quand on comprend ce qu'on vend, quoi. Voilà en fait globalement ce qu'on va rechercher. Je suis pas très regardant sur les diplômes. Du moment que j'ai une personne qui sache écrire français, qui maîtrise quelques outils et qui ait de la passion, ça peut le faire. Je pense que dans l'univers entrepreneurial, du moment que tu sais parler français correctement et que tu as la niaque et que tu es à peu près câblé correctement, tu peux faire beaucoup de choses, quoi. Clairement. Du coup, on mettra un formulaire Typeform ou Google Form juste en dessous et vous pourrez postuler et ensuite tu reviendras vers eux si le profil t'intéresse. Ouais, c'est ça, exactement, comme la dernière fois. Et le procédé ira très vite, quoi. Top. Bah, je crois qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Je voudrais vraiment te remercier parce que ça fait plaisir d'avoir des entrepreneurs de ton calibre sur la chaîne, d'avoir une vision omnicanale parce que c'est vrai que sur la chaîne, on a parlé jusqu'à présent beaucoup d'Amazon, mais ça fait plaisir aussi de voir ce qui se passe sur les autres canaux. D'ailleurs, on va en parler de plus en plus sur la chaîne. Donc, un grand merci à toi d'avoir pris le temps et d'avoir partagé autant de choses. On a pu bien rentrer dans le détail, donc c'est vraiment super. Bah, merci à toi, Julien, pour ton invitation. Déjà, si tu veux, tu fais un super travail avec ta chaîne. À titre personnel, j'aime bien échanger avec toi sur l'entrepreneuriat parce que je trouve qu'on a des visions qui sont assez similaires et puis on a des problématiques, enfin des visions en fait des problèmes à résoudre qui sont assez similaires. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir poster cette annonce de pré-embauche. C'est vraiment très précieux pour nous. Avec grand plaisir. Du coup, on se redonne rendez-vous dans 2 ans, c'est ça? Bah, avec grand plaisir, ouais. Ça marche. Là, nous, on pourra échanger un peu au téléphone. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais la prochaine interview, on fera dans 1 an ou 2 ans. Voilà, pour avoir l'évolution, ça sera très intéressant. Merci encore, à très bientôt. Ciao. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir en nous laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de louper aucune des prochaines vidéos. Et puis également pour ceux qui voudraient aller encore plus loin et qui voudraient se lancer concrètement dans le business dans les meilleures conditions possibles, eh bien sachez que j'ai des formations qui vont pouvoir vous accompagner, notamment la Super Seller Academy pour ceux qui voudraient créer leur marque et la commercialiser sur Amazon. Et j'ai également une formation qui s'appelle la Retail Academy pour ceux qui voudraient commercialiser leur marque dans des points de vente physiques. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien sachez que vous retrouverez toutes les informations juste en dessous avec le programme donc des formations vidéo dans lesquelles vous allez avoir du contenu vraiment exclusif, avancé et organisé d'une manière à vous aider à aller au plus vite dans vos objectifs. Vous allez également avoir accès à un support dans lequel on vous aidera à chaque étape de votre business et en plus du support, vous avez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs qui sont de différents niveaux et qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse d'intégrer les formations et les communautés qui vont avec, eh bien sachez que vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en premier lien. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao, bye bye.